Good afternoon, everyone, and welcome to today's update on COVID-19 in New Brunswick. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette mise à jour sur le COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Les porte-parole aujourd'hui sont le médecin hygiéniste en chef, le Dr. Jennifer Russell, et le Premier ministre, l'Honorable Blaine Higgs. Speaking on behalf of the province today are Dr. Jennifer Russell, the province's Chief Medical Officer of Health, and the Honorable Blaine Higgs, Premier of New Brunswick. Dr. Russell. Merci, Bruce. Thank you, Bruce. Good afternoon, everyone. Bonjour. Exactly 5. Il y a exactement 5 mois, aujourd'hui, le premier ministre Blaine Higgs et moi nous sommes présentés dans cette salle pour annoncer le premier cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, Santé publique a confirmé un nouveau cas dans la région de Fredericton. La personne est âgée entre 40 et 49 ans et est en auto-isolement. La source du nouveau cas est présentement sous enquête. Un nouveau cas de COVID-19. Il s'agit d'une personne entre 40 et 49 ans dans la zone 3, la région de Fredericton, qui est en isolement. Ce nouveau cas fait présentement l'objet d'une enquête. This novel coronavirus has... Ce coronavirus nous a touchés d'une façon ou d'une autre au Nouveau-Brunswick et nous avons tous fait des sacrifices pour maintenir le mieux-être pour nous-mêmes et nos familles. Jusqu'ici, le COVID-19 a causé le décès de deux Nouveau-Brunswickois qui était important pour les personnes qui leur étaient chères. Ceux qui ont perdu un être cher en raison de la COVID-19 ou de toute autre cause durant cette pandémie. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis mars et le Nouveau-Brunswick se trouve dans une position bien différente pour répondre à la COVID-19 de celle dans laquelle il était au début de la pandémie. So we've made a lot of progress. Nous avons fait beaucoup de progrès et c'est très, très bien. Et je disais que j'avais présenté mes condoléances aux membres de la famille et aux êtres chers des personnes qui ont perdu leur décès, qui ont perdu leur vie en raison de la COVID-19, mais aussi aux membres de la famille qui n'ont pas pu se rendre à leurs êtres chers avant leur décès ou qui ne pouvaient pas aller à d'autres régions. Et tout le travail que nous avons fait n'a pas passé inaperçu et j'aimerais remercier tout le monde pour cela. Une autre vague possible de COVID-19, la santé publique a passé en revue toutes les phases d'alerte et les mesures associées en fonction des nouvelles connaissances scientifiques. Une petite erreur. Scientifique et de l'efficacité des mesures de contrôle antérieures mises en place au Canada et dans d'autres pays. Pour réduire l'impact d'une autre vague de la COVID-19, Santé publique a examiné toutes les phases d'alerte et les mesures associées, étant donné les connaissances scientifiques et l'efficacité des mesures de contrôle ici et dans d'autres pays. Si jamais nous devons passer à une autre phase d'alerte, nous allons être transparents en présentant nos éléments déclencheurs et nos mesures de façon claire afin que nous puissions nous préparer. Et lorsque l'on impose des mesures pour mitiger les risques, il faut que ce soit égal au risque. Et ce que nous pouvons faire maintenant, en examinant toutes les mesures du passé pour contenir la COVID-19, nous savons ce qui fonctionne et nous savons ce que nous pouvons faire de façon différente si jamais il y a une autre vague. Et nous devons travailler ensemble afin de gérer ce virus et d'assurer le mieux-être économique et social de la province. Liés à 3 domaines principaux que nous devons gérer pour pouvoir contrôler la transmission de la COVID-19 dans notre province. Le premier domaine est l'épidémiologie provinciale. Grâce au tableau de bord auquel vous êtes maintenant très habitués, nous allons suivre de près l'augmentation du nombre de cas. Nos déclencheurs en ce qui concerne ce domaine demeurent le nombre de cas, la transmission communautaire et les éclosions dans les milieux vulnérables comme les établissements de soins de longue durée ou les hôpitaux. Le deuxième domaine est notre capacité en matière de santé publique. La capacité de réaliser des tests, de retracer et d'isoler les cas potentiels de COVID-19 est notre principal moyen de contrôle de ce virus.
Si jamais nos équipes sont débordées et ne peuvent plus effectuer ces tâches en temps voulu, nous devrons probablement revenir en arrière par étapes pour atténuer le risque de voir le virus nous échapper. Le troisième domaine est la capacité de notre système de santé à faire face au nombre de cas dans les hôpitaux. Si des signes apparaissent indiquant que nous ne sommes plus en mesure de protéger nos travailleurs de santé ou que nos hôpitaux risquent d'être submergés, nous devrons demander l'aide de la population pendant un certain temps. Our triggers are linked to Nos éléments déclencheurs sont liés à trois domaines clés qu'il faut gérer pour contrôler la transmission. Il y a l'épidémiologie provinciale. Grâce au tableau de bord que vous avez déjà vu sur le site web du coronavirus, nous allons voir le nombre de cas. Et ici, ce qui est important, ce sont les cas, ou encore la transmission communautaire, ou encore les éclosions dans des endroits vulnérables, comme dans les foyers de soins ou les hôpitaux. Deuxièmement, il y a la capacité de santé publique. Il faut pouvoir faire des tests, retracer les origines et les sources et avoir à l'auto-isolement. Et si jamais on devient surchargé et qu'on ne peut plus faire ces choses d'une bonne façon, il faudra peut-être reculer de quelques phases. Et troisièmement, il y a la capacité de notre système pour traiter des cas dans les hôpitaux. Si jamais les hôpitaux risquent d'être surchargés, il faudra demander aux Néo-Brunswickois leur aide pendant une certaine période de temps. Bref, chaque fois qu'un tel élément déclencheur est là, notre équipe préparera une évaluation des risques et présentera des recommandations au gouvernement concernant les étapes nécessaires pour protéger le public. Je vais aussi parler de certains des changements dans nos couleurs. S'il y a un thème ici, c'est que nous croyons que nous pouvons être moins restrictifs si jamais nous devons de nouveau mettre des mesures comme les fermetures ou les restrictions concernant les rassemblements. Certains des changements touchent les garderies, les bulles familiales, les masques et la distanciation physique. Premièrement, les garderies pourront rester ouvertes peu importe le scénario. Et grâce aux guides qui nous ont aidés à assurer la sécurité des enfants et des fournisseurs de soins. Et ça veut dire que notre économie pourra se poursuivre. La décision de rester ouverte reste celle de l'exploitant de la garderie. Mais ces gens connaissent beaucoup mieux la COVID-19, comme nous d'ailleurs, ainsi que les mesures qui peuvent assurer la santé et la sécurité de tous. Nous avons aussi changé nos bulles. Nous pourrons comprendre les fournisseurs de soins officiels et informels et aussi inclure les membres de la famille immédiate. Nous ne pensons plus que nous ayons besoin de garder les membres des familles séparés pendant longtemps ou encore où les personnes les plus vulnérables n'ont plus accès à leurs fournisseurs de soins. Pour mentionner certains changements de couleur. Si un thème se dégage ici, c'est que nous pensons pouvoir être moins restrictifs si nous devons réintroduire des mesures visant la population, comme la fermeture de lieux ou les restrictions sur les rassemblements. Certains de ces changements touchent les garderies, les bulles familiales, le port de masques et la distanciation physique. Un des principaux changements porte sur les garderies qui resteront ouvertes en toutes circonstances en suivant les conseils appropriés qui se sont avérés efficaces pour assurer la protection de nos enfants et des personnes qui s'en occupent. Cela signifie également que nous pouvons continuer à soutenir notre économie. Comme toujours, la décision de rester ouvert est laissée à la discrétion de l'exploitant de la garderie, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui, il possède une bien meilleure compréhension de la COVID-19 et des mesures à prendre pour assurer la sécurité et la santé de tous. Nous avons également modifié la composition de la bulle des ménages qui comprend maintenant les aidants, formels ou informels, et les membres de la famille proche, parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents. Nous ne pensons pas avoir de nouveau à faire face à une situation où les membres des familles sont tenus à l'écart les uns des autres pendant des longues périodes où les personnes les plus vulnérables n'ont pas plus accès à les fournisseurs de soins en cas de grands besoins.
Bien que la distanciation physique devrait toujours être de 2 mètres sans masque, nous pouvons maintenant permettre aux espaces publics de réduire la distanciation à 1 mètre dans les espaces publics, là où on peut s'asseoir, en autant que l'on porte le masque. À partir du lundi 17 août, ce sera permis dans les phases jaunes et oranges dans les endroits publics où les gens peuvent s'asseoir. Donc, certaines entreprises pourront revenir à un niveau de fréquentation ou d'achalandage qui leur permettront de fonctionner. Les physiques doivent toujours être de 2 mètres sans porter de masque en public. Nous allons maintenant permettre que, dans les espaces publics, avec place assise, elle soit réduite à 1 mètre en condition que les gens portent un masque en permanence. À compter du lundi 17 août, cette nouvelle mesure ne sera permise que pendant les phases jaunes et oranges dans les lieux publics avec place assise qui sont autorisés à ouvrir. Et il est toujours nécessaire de maintenir une distanciation physique de 2 mètres lorsque vous consommez de la nourriture ou des boissons puisque vous devez ôter votre masque. Nous devons tous prendre des précautions pour limiter la propagation du virus et permettre à la province de demeurer dans la phase jaune du rétablissement en se protégeant et en protégeant les autres. À partir d'aujourd'hui, je vous propose à tous de faire du jaune notre couleur préférée. Starting today, à partir d'aujourd'hui, je suggère que le jaune devienne notre couleur favorite. Donc, en terminant, je dois prendre cette occasion pour reconnaître tous les héros non reconnus qui nous ont aidés pendant la pandémie. J'aimerais remercier tous les travailleurs des soins de santé qui travaillent fort pour ce qui est du dépistage de la COVID-19 et pour traiter les patients. Eh bien, un grand nombre d'entre nous croyons être de retour à la normale, mais nos hôpitaux se trouvent toujours en état d'alerte et l'équipement de protection individuelle fait toujours partie de notre routine. Nous vous remercions tous. Vous êtes en première ligne de cette pandémie. Nous vous remercions. Je vous remercie pour ce travail et pour les efforts que vous déployez afin de répondre à tous les autres besoins de la population en matière de soins de santé pendant cette nouvelle normalité. Je tiens aussi à remercier les premiers répondants, le personnel des soins de longue durée et tous les autres qui sont allés au-delà de leur travail pour aider nos êtres chers et nous-mêmes. Nous avons travaillé sans arrêt pendant la pandémie afin d'assurer que les Néo-Brunswickois sont en sécurité et nous avons bien d'autres Néo-Brunswickois à remercier aussi, bien des gens à la première ligne. Du personnel des épiceries, des commis de magasins et des fournisseurs de services qui sont la raison pour laquelle nous pouvons nous tous tâcher acheter de la nourriture et des produits de première nécessité. Nous faire couper les cheveux, obtenir des soins dentaires et profiter d'un repas que nous n'avons pas eu à préparer, le tout de façon sécuritaire. I also want to recognize everyone working by... Et j'aime aussi reconnaître les gens qui travaillent derrière la scène, dans nos réseaux de santé, les bijoux de notre système, notre programme extramural et ambulance Nouveau-Brunswick, nos collectivités des Premières Nations, nos partenaires au niveau municipal, provincial et fédéral, nos entrepreneurs et nos chefs de file dans les entreprises qui nous ont aidés, nos personnes élues aussi, mais aussi je tiens à remercier surtout... Plus grand remerciement pour la fin. Merci à tous ceux qui ont adopté les mesures et les lignes directrices de la santé publique et les ont fait leurs. Merci d'avoir intégré dans votre nouvelle normalité le lavage des mains, la distanciation physique, le fait de rester à la maison et de se faire tester si vous tombez malade. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous voulons peut-être en finir avec le COVID-19, mais elle n'en a pas fini avec nous. Je suis très heureuse d'être une Néo-Brunswickois. Je sais que nous pouvons relever ce défi ensemble. Et jusqu'ici, nous avons aplati le virus. Et si nous continuons de faire notre part, je suis certaine que nous continuerons de le faire même avec les défis et l'incertitude devant nous. Donc, soyons vigilants, soyons collaboratifs, coopératifs, engagés et de faire tout ce qui est nécessaire. Bonjour, good afternoon. Nous n'avons pas besoin de regarder loin pour trouver des rappels que le COVID-19 est toujours avec nous.
C'est un fait que nous avons compris depuis le début de la pandémie. Et c'est quelque chose que nous avons dû comprendre alors que nous avons vu de quelle façon le Nouveau-Brunswick peut aller de l'avant tout en assurant la santé et la sécurité des Néo-Brunswickers. Comme pour tout défi, plus nous avons de renseignements, mieux il serait possible de trouver les solutions. L'apprentissage depuis le début, et elle va continuer de l'être. Alors que l'automne approche, que les écoles vont ouvrir et que le plus grand nombre de personnes vont retourner au travail dans notre province. Nous avons pu examiner ce qui a bien fonctionné. Nous avons également pu examiner comment ces renseignements peuvent être utilisés pour guider nos décisions futures. Une chose sur laquelle nous pourrons tous tomber d'accord, c'est que nous ne voulons plus fermer la province comme nous avons dû le faire au printemps dernier. Étant donné les faits que nous avions à notre connaissance, c'était la meilleure décision. Ça a été difficile pour tout le monde, mais nous avons fait la bonne chose et ça nous a donné une meilleure compréhension afin d'éviter que ce soit nécessaire de nouveau. Nous avons examiné les faits scientifiques, nous avons parlé avec Santé publique et ensemble, nous avons déterminé quelle situation pourrait déclencher différents niveaux de réaction. La Dr. Russell a fourni des détails en ce qui concerne les éléments déclencheurs et comment nous allons catégoriser les différents niveaux de rétablissement. Soyez assurés que nous avons pris ces décisions pour faire en sorte que tout nouveau défi lié à la COVID-19 aura le moins d'impact possible sur les Néo-Brunswickois et notre économie, tout en assurant la santé et la sécurité de tous. Idéalement, nous devons rester dans le niveau jaune de l'établissement. Pour cela, il faut ramer dans le même sens. Prendre tout suivre les directives de la santé publique et prendre toutes les mesures nécessaires pour nous protéger et pour protéger les autres. C'est le seul moyen pour que ce plan fonctionne, si tout le monde travaille ensemble. Je comprends que les gens ont des inquiétudes avec la levée des restrictions et alors que la vie reprend une nouvelle normalité. Mais il est essentiel que nous reprenions nos vies et que nous retournions au travail et que nous rouvrions nos écoles. Il faut soutenir les commerces locaux et que nous renforcions l'économie. Il faut faire tout cela de façon éclairée, en prenant les étapes simples mais nécessaires pour assurer la santé et la sécurité. Avec ce beau temps d'été, nous avons vu plus de rassemblements. Nous avons vu que les gens ne respectent pas toujours les règlements. En faisant cela, nous mettons à risque nos confrères et consoeurs du Nouveau-Brunswick. Nous devons faire mieux et nous pouvons le faire. Nous devons nous préparer pour une nouvelle vague de ce virus. Mais il ne faudrait pas que ce soit public, ainsi que l'ordonnance d'urgence. Nous pouvons garder notre économie ouverte et éviter un retour à des règles restrictives. Jusqu'à maintenant, le Nouveau-Brunswick a obtenu du succès à ce chapitre et tout le monde devrait être fier de ce que nous avons accompli. À bien des égards, la province a été chef de file et nous pouvons continuer de l'être lors de la prochaine phase de rétablissement. Selon les données en matière de main-d'œuvre pour le mois de juillet, dévoilées par Statistique Canada le 7 août dernier, l'emploi au Nouveau-Brunswick était à 96,6 % comparativement au niveau de février, pré-COVID. C'est le rétablissement le plus complet en matière d'emploi de toutes les provinces. Et selon un sondage de la FCI, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on est à 70 % des des entreprises du Nouveau-Brunswick sont complètement ouvertes, comparé à 63 % à travers le Canada. Aussi, 40 % des Néo-Brunswickois ont un niveau de dotation de personnel normal pour ce temps de l'année, comparé à 35 % dans le reste du Canada. De s'améliorer au cours des prochains jours, et ce, aussi longtemps que tout le monde fait sa part d'effort pour garder le Nouveau-Brunswick dans la phase jaune. En travaillant ensemble, nous serons prêts à relever les défis que pourraient se présenter si le Nouveau-Brunswick était confronté à une deuxième vague de ce virus. Working together, we can control the spread of COVID-19. En travaillant ensemble, nous pouvons contrôler la propagation de la COVID-19 et assurer un mieux-être économique et social pour cette province.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Dr. Russell. Thank you, Dr. Russell and Premier Higgs. We will now proceed to questions from the media. You have the right to pose your questions in the language of your choice. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes. Vous avez toujours le droit de poser vos questions dans la langue de votre choix. Mike Cameron, CTV. Mike Cameron, CTV. Merci, Bruce. C'est pour le Dr. Russell. Au cours des dernières semaines, il y a eu des éclosions dans bien d'autres régions du Canada, surtout dans l'Ouest. Lorsque vous voyez cela, est-ce que vous voyez des implications pour le Nouveau-Brunswick? Y a-t-il des raisons de repenser certains relâchements des restrictions et même certains changements des politiques que vous avez mentionnés? Est-ce que vous repensez, est-ce qu'on pense qu'on est peut-être réouvert un peu trop vite comparé à d'autres régions du pays? Je pense que le fait qu'il y ait des éclosions ailleurs au Canada et à l'extérieur du Canada démontre que la pandémie restera avec nous pendant longtemps. Nous continuerons de voir des éclosions du genre et nos efforts continueront d'être notre travail le plus important pendant la pandémie. Sans oublier que nous savons qu'un peu plus tôt, des mesures strictes ont eu des conséquences négatives pour la santé mentale et pour l'économie. Those pieces of information. Il faut équilibrer tout ça selon les renseignements fondés sur les données probantes et de continuer de partager les renseignements au niveau national avec mes collègues partout au pays. Nous continuons d'examiner tous ces renseignements tout en faisant nos progrès. Alors, je ne dirais pas que je suis trop inquiète étant donné les éclosions partout, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui croit que le risque est à zéro au Nouveau-Brunswick. Et le risque ne sera jamais à zéro. Mais plus nous pouvons avoir de la collaboration afin que ces gens puissent continuer de suivre les directives de santé publique avec des politiques qui sont en place, nous allons continuer de réévaluer nos décisions comme nous l'avons toujours fait pendant toute cette pandémie. Donc, il n'y aura jamais un endroit où nous serons figés. Nous allons continuer de réévaluer les renseignements et de réévaluer nos décisions. Si vous examinez et que vous voyez ce que nous avons accompli jusqu'ici, on peut dire oui, c'est très bien, mais comme dans d'autres régions qui ont très bien réussi, il faut continuer d'être vigilant et d'être le plus prudent possible, mais tout en équilibrant les risques et les renseignements que nous avons à notre disposition. Monsieur Cameron, avez-vous une question de suivi? Est-ce que nous pourrions poser une question rapide au Premier ministre? Il pourrait nous mettre en ce qui concerne la possibilité d'ouvrir la frontière du Nouveau-Brunswick au reste du Canada. Est-ce que vous avez parlé avec le Québec et l'Ontario? Est-ce qu'il y a une possibilité cet été ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui devrait se faire à l'automne ou l'hiver, si cela se produit? Il n'y a aucune discussion à cet égard. J'aurai des rencontres bientôt pour ce qui est de la bulle de l'Atlantique, pour voir comment ça fonctionne. Pour ce qui est du gouvernement fédéral, certainement, on ne s'attend pas d'ouvrir quoi que ce soit avec les États-Unis encore, et peut-être que ça risque d'être retardé encore plus. Pour ce qui est du reste du pays, je pense que ce que vous avez soulevé avec le Dr. Russell, en ce qui concerne les éclosions, cela fait en sorte qu'on n'a pas hâte d'ouvrir au reste du pays. Je parlerai avec mes collègues, mais certainement, Santé publique ne pourrait pas nous appuyer à cet égard parce qu'il y a des risques à cet égard et il faut voir aux risques. Merci, Premier ministre. Merci, M. Cameron. Becky Hogarth, Charlotte County TV. Merci, Bruce. Ma question est pour le Premier ministre. À Sainte-Croix, il faudra bientôt avoir une élection partielle. Pouvez-vous donner aux électeurs une idée de ce à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'il y aura comme précaution? Et quand vous avez l'intention de déclencher une élection partielle? Alors, les règles sont établies par Élection Nouveau-Brunswick à la suite et
et les directives pour ce qui est de la santé publique sont établies pour la santé publique. Alors, un peu comme lorsqu'on va à Service au Nouveau-Brunswick ou dans un magasin, c'est que, étant donné le monde de la COVID-19, il faut respecter la distanciation sociale, porter des masques, laver les mains, toutes les précautions que nous avons dû apprendre au cours des derniers mois, il faut continuer de les pratiquer pendant le processus des élections. Lorsque vous examinez le système en ce moment, nous aimerions croire que nous pensons peut-être être dans une très bonne situation de façon permanente, mais on s'attend toujours à une deuxième vague. Et il sera important que le processus électoral se déroule de façon appropriée, de façon efficace. Je sais que nous le faisons de façon à l'interne. Lors de nos mises en nomination, nous avons mis en place des protocoles et Élections Nouveau-Brunswick va sans doute s'assurer que les mêmes protocoles sont mis en place pour les élections. Merci, M. le Premier ministre. Mme Hogarth, avez-vous une question de suivi? Oui, une question rapide. Quand croyez-vous qu'il y aura élection partielle? Nous n'avons pas établi de date encore. Nous avons une entente avec les autres partis que nous ne ferons pas avant le 15 octobre. Ça va dépendre de la session d'automne et du résultat des discussions que nous avons cette semaine. Parce que si les pourparlers ne réussissent pas, nous voulons travailler ensemble, mais il faudra voir si nous allons réussir à ce côté. Mais il y a bien des facteurs qui doivent dont on doit tenir compte pour les élections, qu'elles soient générales ou partielles. CTV. Oui, Premier Higgs, vous dites qu'il y a eu de grands rassemblements. Et puis, on sait qu'il y a une partie de la déclaration d'urgence qui interdit les grands rassemblements. Lorsqu'on entend parler de ces rassemblements, pourquoi n'y a-t-il pas de plainte? Pourquoi doit-il y avoir une plainte, justement? Eh bien, vous avez raison que notre système dépend des plaintes, mais nous avons vu les images sur les médias sociaux, que ce soit sur les plages ou dans d'autres endroits publics. Je crois que ce que nous avons dit dès le début, c'est que même si nous avons la présence policière et même s'il y a des agents de la sécurité publique, il est important que les gens se servent de leur sens de discernement. Nous avons vu les grands rassemblements dans les grandes villes, partout au pays et ailleurs dans le monde, et nous avons vu les résultats. Le Dr. Russell a parlé de cela aujourd'hui. Lorsque nous examinons, nous essayons d'être une province qui s'ouvre de façon sécuritaire et qui permet à notre économie de se rétablir et de permettre aux gens de rester le plus normal possible. Et ce qui peut mettre à risque tout cela, c'est un après-midi sur la plage avec 1000 autres personnes. Et quelqu'un qui, pour quelque raison que ce soit, a eu un contact avec la COVID-19. Alors, nous ne pouvons pas tenir cela pour acquis. Il ne faut pas faire preuve de manque de prudence. Et si nous croyons que la police va pouvoir voir tous ces rassemblements partout dans la province, surtout étant donné le beau temps que nous avons eu, ça ne se produira jamais. Alors, si quelqu'un dit, bon, j'ai réussi, oui, mais vous avez peut-être infecté votre grand-mère, votre grand-père, vos parents. Il faut y penser. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame McKinnon, avez-vous une question de suivi? Oui, monsieur. David Kuhn dit qu'il ne veut pas signer votre entente. Avez-vous besoin de l'accord des 3 partis de l'opposition pour éviter les élections ou est-ce que 2 sur 3, ça fonctionne? Alors, l'objectif, c'est que nous ayons une entente de tous les partis dans la Chambre. Et je n'ai pas vu les détails de son annonce, mais c'est plutôt décevant qu'avant même de commencer qu'avant même que les rencontres se commencent, qu'on ait décidé du résultat. Moi, j'aimerais que nous puissions trouver une façon d'assurer la victoire de la province. Mais peut-être que ça ne fonctionnera pas. Et M. Kuhn, semble croire que ça ne se produira pas. Merci, M. le Premier ministre. Merci, Mme McKinnon. François Leblanc, Radio-Canada. Oui, bonjour. La question pour Dr. Russell.
la Ligue de hockey junior majeur du Québec a affirmé là, que le Nouveau-Brunswick avait accepté là, son protocole pour recommencer pour un retour au jeu, pour commencer à jouer. Les camps d'entraînement commenceraient dans 2 semaines. Je veux juste savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté le protocole de la Ligue, puis qu'est-ce qui reste à faire au niveau des équipes pour être capable de commencer cette saison et les camps d'entraînement. Alors, pour les équipes de hockey dans la Ligue de Québec, leur plan a été présenté pour notre équipe à santé publique. Alors, notre équipe a vu le plan et à cause de l'information qui était contenue dans leur plan, on l'a accepté, sauf que je crois que les prochaines étapes, c'est pour vérifier avec les établissements, les arénas, pour faire certaine que tous les plans qui sont acceptés par santé publique pourraient être opérationnalisés par les établissements comme les arénas. Mais comme Est-ce que ça veut dire, eux autres demandaient d'avoir 250 spectateurs par aréna pour les matchs. Est-ce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on pourrait avoir des arénas qui n'auraient pas 250, qu'il y en a qui pourraient se faire permettre de recevoir plus? Ça dépend sur la distanciation physique puis la manière qu'ils vont être capables de suivre les directions dans le plan au niveau des directions de santé publique. Mais toutefois, ça veut dire aussi que s'il y a quelque chose qui arrive, il faut qu'on reverse et on va en arrière à la phase orange ou rouge, ça va éliminer la chance de jouer après ça. Et les équipes et les établissements sont tous en train de fournir leur propre plan. Merci, Docteur. Monsieur Leblanc, as-tu un suivi cet après-midi? Oui, j'aimerais savoir, au niveau du sport un peu plus en général à ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres organisations sportives qui vous ont fait des demandes pour ou vous ont présenté des plans opérationnels, là, je pense au hockey junior et des maritimes, au sport universitaire, là, que ce soit le cross-country ou encore le soccer ou le hockey? Spécifiquement pour un plus grand événement, oui, on a reçu un plan pour un événement pour le curling au niveau national en préparation pour les Olympiques. Merci, Docteur. Merci, Monsieur Leblanc. Michael Tutton, Canadian. Michael Tutton, Canadian Press. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous gardez vos options ouvertes pour un déclenchement des élections générales si vous n'avez pas d'entente d'ici vendredi? Certainement. Merci. Monsieur Tutton, avez-vous une question de suivi? Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous voudrez déclencher des élections à ce moment-ci si vous n'avez pas d'entente d'ici vendredi? Alors, j'avais dit que nous voulons avoir une stabilité. Nous ne savons pas d'où viendra la prochaine éclosion, ni quand. Mais nous croyons que même que nous semblons avoir une période tranquille, mais notre rétablissement économique doit se faire de façon méthodique. Il faut avoir une stabilité de la façon dont nous allons avoir le rétablissement. Il y aura des temps plus difficiles et il y aura des questions qui seront liées à la réouverture de certaines compagnies et autres. Et alors que ici, nous avons en ce moment une fenêtre et nous pouvons essayer de voir si nous pouvons établir un avenir ensemble et établir des priorités comme pour la province pour que notre province se retrouve sur la voie vers le rétablissement. Et nous pouvons l'offrir aux gens de la province. Cette marge de manœuvre ne restera pas pendant une longue période de temps. Du moins, on ne sait pas. Mais en ce moment, il y a une marge de manœuvre et c'est pourquoi nous avons établi des temps limites et c'est pourquoi nous essayons de voir si nous pouvons avoir une entente. Et malheureusement, il semble que ça pourrait être plus difficile. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Tutton. Alexandre Boudreau, l'Acadie Nouvelle. Bonjour, ma question est pour le Premier ministre Higgs. Bruce, s'il te plaît, laisse-moi savoir quand il peut entendre la traduction. Donne-moi 2 secondes. Vas-y. All right. Donc, actuellement, les personnes qui passent la frontière avec la Gaspésie doivent s'enregistrer en ligne et attendre une autorisation
Est-ce que vous êtes ouvert à permettre aux gens de franchir la frontière seulement avec une pièce d'identité avec photo, comme un permis de conduire, par exemple? Eh bien, à ce moment-ci, nous sommes très heureux de la façon dont le programme a été suivi. Nous avons vu des résultats, nous avons eu l'occasion de voir ces résultats. J'attends une recommandation de santé publique et de la sécurité publique à savoir quelles pourraient être les prochaines étapes. Mais à ce stade-ci, il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour le reste de la province et je suis heureux de voir que jusqu'ici, on semble pouvoir le gérer. Nous croyons qu'il y avait la possibilité et les biais des gens qui ont été remerciés par le Dr. Russell ont mis en place une procédure qui fonctionne. Donc, je ne vois pas de raison pour changer cela en ce qui concerne la façon dont nous identifions les personnes. S'il y a d'autres restrictions que nous pourrions relâcher, nous pourrions peut-être travailler avec Santé publique et Sécurité publique en ce sens. Vous doit être un suivi? Oui, il y a des personnes dans le Nord qui se plaignent que le processus pour passer la frontière prend trop de temps. Est-ce que vous regardez à d'autres options pour accélérer ce processus-là? Peux-tu le répéter encore une fois, s'il vous plaît? Oui, il y a des personnes qui se plaignent que le fait de passer la frontière prend trop de temps. Je me demande si vous regardez à d'autres options pour accélérer ce processus-là. Well, alors, merci pour cette question. En ce qui concerne le temps que ça peut prendre, je vais examiner ça pour voir le temps que ça prend. Moi, j'ai posé la question récemment en préparation pour aujourd'hui, pour la conférence de presse, mais aussi au cours des dernières semaines, à savoir comment ça fonctionne dans le Nord. Et moi, on me dit que ça fonctionne bien, mais je vais examiner ces questions. Et est-ce qu'on parle de minutes? Est-ce qu'on parle d'une demi-heure? Est-ce qu'on parle d'une heure? Je vais essayer de bien comprendre est-ce qu'il y a un problème que nous devons remédier. Merci, M. le Premier ministre. Silas Brown, Global TV. Silas Brown, Global TV. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Il semble que la clinique 554 consulte un expert conseil juridique en Ontario et on prépare un recours collectif en ce qui concerne l'accès à l'avortement dans la province. Donnez-nous nos réflexions. Eh bien, certainement, c'est l'avantage de travailler au Canada. Si quelqu'un croit que nous ne suivons pas les règles ou la loi sur la santé du Canada, alors on peut intenter une poursuite. Nous avons certainement posé la même question en ce qui concerne ce que nous faisons en suivant la loi canadienne sur la santé et les conseils qu'on nous a donnés, c'est que nous devons faire exactement ce que nous faisons. Donc, nous nous sentons bien en ce qui concerne notre position. Nous allons continuer de suivre la loi. Les services d'avortement sont accessibles et disponibles. Et dans ce cas-ci, avec la clinique, que la question de l'avortement a joué un rôle important et ça a joué un rôle aussi pour ce qui est de la viabilité de la clinique. Mais c'est une question séparée. La question, c'est est-ce que nous pouvons fournir les services qui sont nécessaires dans la province? Et est-ce que nous suivons les règles de Santé Canada? Et nous pensons que oui, nous les suivons. Merci, M. Brown. Avez-vous une question de suivi? Oui. Alors, j'ai pu parler au ministère fédéral de la Santé aujourd'hui et on nous dit que l'année prochaine, on devrait commencer à imposer des pénalités étant donné les montants que les gens doivent payer pour les avortements en raison du fait que le gouvernement leur oblige à faire ce qu'ils font en ce moment. Est-ce que ces pénalités pourraient changer vos façons de voir au service d'avortement dans la province ou êtes-vous toujours confiant et de votre position actuelle? Alors, voici ce que je crois des pénalités. Nous avons un système juridique et un processus dans notre société démocratique qui comprend des règlements. Et si quelqu'un ne suit pas les règlements, il y a un processus pour contester
avoir une évaluation indépendante et une décision en ce qui concerne les prochaines étapes. Alors, si le gouvernement fédéral décide que je vais imposer mes propres pénalités, peu importe les règles du pays, et que je vais forcer la province à faire quelque chose parce que je crois pouvoir le faire, est-ce que c'est ça une société démocratique? Est-ce que c'est ce que nous chérissons ici au pays? Ce n'est pas le bon système. Le gouvernement fédéral ne devrait pas dicter à la province. Il faudrait appliquer la loi du pays. Nous croyons suivre la loi et si on détermine que ce n'est pas le cas, nous apporterons les correctifs. Mais de là à nous tenir otages et dicter de façon non démocratique, moi, ça me pose des problèmes. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous suggérez que le gouvernement fédéral ne devrait pas pouvoir imposer des pénalités en vertu de la loi canadienne sur la santé? Le gouvernement a le droit d'utiliser le système des tribunaux pour contester pour voir si nous suivons la loi ou non. Mais de décider arbitrairement d'imposer des pénalités, ce n'est pas le processus. Ce n'est pas à moi de prendre la décision, ni au gouvernement fédéral de décider. C'est aux tribunaux de décider si nous suivons ces règlements. Nous disons que nous les suivons parce que nous ne finançons pas les cliniques privées parce qu'il s'agit c'est un problème qui pourrait s'agrandir. Nous finirons par avoir combien de cliniques privées? Est-ce que c'est là où notre système de santé devrait se diriger? La question est beaucoup plus grande et ça a été notre position du début. Il y a un mécanisme pour résoudre des mésententes, mais de là à imposer, de choisir quelque chose de façon arbitraire et d'en faire une question d'argent, ce n'est pas un processus qui est défini dans la façon de prendre des décisions ou de décider les règles. Merci, M. Brown. Merci, M. le Premier ministre. Alors, Savannah Odd, Telegraph Journal. Bonjour. Tout d'abord, je voulais poser la question en ce qui concerne... Bon, on dit qu'on l'a bien réussi parce que nous avions des règles strictes dès le début. Mais que diriez-vous des critiques qui diraient qu'il y a eu un manque d'équilibre et qu'on a fait mal à l'économie comparativement à la santé publique? Bonjour, Savannah. Lorsque nous avons examiné les effets de la première vague en ce qui concerne les mesures que nous avons imposées, nous avons tenu bien des conversations au niveau national avec nos homologues de partout au pays. Et nous avions tous les renseignements que nous avions à ce moment-là. Et certainement, l'évolution de notre approche s'est concentrée beaucoup plus sur les déterminants sociaux de la santé. Comme nous l'avons mentionné pendant la... En fait, je veux dire que dans d'autres discours, nous voulions voir surtout à contenir le virus, à protéger notre système de santé et de voir est-ce que nous ayons accès au nombre de lits nécessaires, etc. Et je pense que ça devrait être l'approche partout au monde. Mais en apprenant ce qui est arrivé pendant la première vague et des expériences que nous avons vécues, et en examinant tout cela, et en examinant les nouveaux renseignements, et en examinant tout cela à la lumière des déterminants sociaux de la santé, la quantification de tout cela pour équilibrer les risques, c'est difficile d'y ajouter une valeur, mais nous savons que les conséquences inattendues ont eu lieu. Et donc, ce n'est pas pour dire que l'une est plus importante que l'autre. Mais lorsqu'on examine les déterminants sociaux de la santé, ils sont tous importants. Où les gens vivent, où ils travaillent, leur salaire, la sécurité de leur environnement. Ce sont tous des éléments importants pour la santé d'une personne. Donc,
Donc, nous devons tenir compte de toutes ces choses. Et avec la première vague, nous n'avions pas l'option de le faire. Nous n'avions pas le luxe de le faire parce que il fallait prendre des décisions sur les renseignements que nous avions à ce moment-là. L'avantage maintenant, c'est que nous pouvons voir quelles ont été nos réponses, nos réactions au Canada et au Nouveau-Brunswick et de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, nous nous trouvons en bonne position dans la phase jaune pour tenir compte de tous ces renseignements tout en restant dans la phase jaune. Non pas seulement pour survivre, mais pour vivre. Madame, vous avez une question de suivi? Oui. Alors, puisque croyez-vous qu'on pourrait avoir une approche moins restrictive pour nos frontières? Par exemple, il n'a pas pu y avoir de voyage entre les provinces. Est-ce qu'on garde ça pendant une deuxième vague? Bonjour, Savannah. Alors, le premier ministre avait parlé du fait qu'au niveau national, on prend des décisions en ce qui concerne la frontière internationale. Et encore une fois, ces discussions se poursuivent du côté de santé publique et du côté politique. Et nous continuons d'examiner les risques et les avantages pour ce qui est des mesures aux frontières au niveau national et international. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick et d'ouvrir la frontière au reste du Canada, nous avons des données que nous recevons chaque jour et nous avons aussi des données pour voir les tendances sur des périodes d'une semaine ou 2 semaines. Et nous allons continuer d'examiner ces données et d'en tenir compte lors de nos discussions, à savoir si nous devrions nous ouvrir au reste du Canada. Encore une fois, nous avons des données en ce qui concerne les voyages essentiels et nous continuons de prélever ces renseignements avec le temps. Si d'autres, avec l'ouverture des écoles et des universités, nous voulons travailler de façon très positive à ces situations et fournir des renseignements à ce moment-là. Mais la situation est en évolution et nous ne sommes pas en état. Il n'y a pas de statu quo comme tel. Nous continuons d'évoluer avec le temps. Merci, Madame la docteure. Bon, Radio-Canada. Bonjour, merci beaucoup. Ma question, je crois que ça va être pour le Premier ministre. OK, vas-y. Alors, Monsieur Higgs, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il faudrait de manière précise pour ouvrir les frontières avec tout le Québec ou avec le reste du Canada. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, un certain nombre de cas de COVID-19 au Québec? Alors, le gouvernement peut-il nous dire à quoi s'attend-il concrètement pour ouvrir avec le reste du Canada ces frontières? Alors, je pense que ça pourrait être une question pour moi-même ou le Dr. Russell, mais d'après moi, nous avons une bulle de l'Atlantique qui nous permet de travailler de près avec nos collègues du Canada Atlantique. Et nous avons vu que le public a beaucoup apprécié cet effort collaboratif et de pouvoir avoir cette bulle atlantique. Mais aussi les frontières, plutôt les communautés frontalières avec nous discutent avec nous aussi. Et si on réussit, nous pourrons prendre d'autres décisions. Mais il faut aussi que je parle avec mes autres collègues. Est-ce qu'ils sont prêts, eux? Il y a quelques semaines, nous avons eu ces discussions, mais on ne voulait pas s'ouvrir au reste. Au Canada Atlantique, on ne voulait pas s'ouvrir au reste du pays. Je ne sais pas si cela a changé depuis. Nous continuons avec nos changements dans le Nord. Nous aurons ces discussions. Nous voulons voir les tendances vers la baisse et non pas la hausse. Et comme le Dr. Russell a dit, il y a 2 ou 3 provinces où on voit les cas élevés. Et c'est une tendance qu'on ne veut pas voir. Nous voulons voir les tendances à la baisse. Et nous voulons que cette tendance soit continue. Et nous pouvons discuter de bien des choses. Certaines provinces font mieux que d'autres, ou encore on peut s'ouvrir à certaines provinces ou d'autres, et pas d'autres. Mais c'est difficile de contrôler ça. Nous voulons nous concentrer
à nous ouvrir à d'autres provinces de façon collective avec les autres provinces de la bulle. Et l'aide que nous avons eu beaucoup de soutien pour continuer d'œuvrer dans ce même sens. Question de suivi? Ma question, la deuxième, va être pour Dr. Russell. Bonjour, Dr. Russell. J'aimerais savoir au sujet de l'équipement, entre autres de l'équipement de protection personnelle, comment la province se prépare à une possible deuxième vague de la COVID-19. Est-ce qu'il y a du matériel qui est stocké, par exemple, des masques, blouses, gants, etc. Alors, comment la province se prépare et envisage la deuxième vague? Alors, vraiment tôt dans nos activités pour gérer le COVID, il y a un groupe de travail qui est responsable de voir qu'on a l'équipement protectif qu'on a besoin chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 4 semaines. Alors, on peut prévenir combien qu'on va utiliser. C'est vraiment quelque chose qui est très détaillé au niveau de l'équipement qu'on a comme tel aujourd'hui et commander, procurer plus d'équipements dans les prochains mois. Alors, c'est un système qui est établi maintenant et au fur et à mesure qu'on aura besoin de d'autres équipements, il y a un mécanisme, un processus pour être sûr qu'on aura l'équipement qu'on a besoin. Et c'est quelque chose que, comme je dis, c'est très détaillé au niveau de la manière que l'information est toute mise ensemble. Merci, docteur. Merci, Madame Paul. Adam Harris, Telegraph. Adam Harris, Telegraph Journal. Merci, Bruce. Question pour le Premier ministre. En ce qui concerne votre proposition pour les élections aux autres partis, j'aimerais avoir des précisions. Avez-vous besoin d'une entente de tous les partis ou est-ce que vous pourriez est-ce que l'entente avec le Parti libéral serait suffisant? J'ai besoin d'une entente de tous les partis. Nous avons vu les libéraux dans le passé, nous avons vu l'opposition changer de façon dramatique au cours des 6 derniers mois et même pendant l'apogée de la pandémie. On voyait qu'ils se préparaient à être en mode d'élection lorsque nous avions adopté le budget, par exemple. Alors, c'est pourquoi j'ai fait cette proposition, c'est de voir est-ce que nous puissions avoir la stabilité de la province. Et pour avoir la stabilité, il faut avoir des assurances. Alors que les choses deviendront plus difficiles, alors qu'il y aurait une deuxième vague ou d'autres problèmes. Moi, je ne veux pas toujours me regarder par-dessus mon épaule pendant tout ça. Moi, je veux travailler à la sécurité des gens et la progression de notre économie et de trouver une façon de vivre avec la pandémie. Et donc, mon objectif, c'est ça. Et cette proposition est unique. Certainement dans le système parlementaire britannique, ça pourrait être tout nouveau, comme a été notre équipe de la COVID-19 au cours des 6 derniers mois. Il nous faut une entente générale pour que cela réussisse. Merci, M. le Premier ministre. M. Harris, avez-vous un suivi? Oui. Alors, je sais que selon votre proposition, de quelle façon peut-on vous tenir... est-ce que vous éliminez essentiellement l'opposition en faisant en sorte qu'il soit toujours d'accord avec vous? En fait, ça va dépendre des discussions que nous avons. Nous nous trouvons dans un point unique de l'histoire. Personne ne peut nier cela. L'entente nous dit que nous allons nous trouver dans ce genre d'entente pendant la pandémie, jusqu'à ce que la pandémie soit terminée ou alors que le mandat électoral soit terminé. Donc, le tout, c'est parce que nous sommes dans un point imprévu dans l'histoire. La situation avec la COVID, nous avons travaillé ensemble pour obtenir des résultats. Les résultats que je cherchais ont été très bien définis pour voir au progrès de la province et d'avoir des directives à savoir ce que nous pouvons faire et ne pas faire ensemble. Ce n'est pas complètement ouvert, mais il y a la possibilité et c'est ce qui serait nécessaire. Merci, M. Harris, et merci, M. le Premier ministre. Gilles Rocomo, l'Académie Nouvelle.
Ma question est pour le Premier ministre Higgs. Monsieur Higgs, dans votre lettre à Monsieur Vickers concernant l'entente pour éviter des élections, vous demandez une entente jusqu'en septembre 2022, la date des élections. Pourquoi essayer d'aller aussi loin et pas un échéancier plus court qui aurait peut-être davantage de chances d'être adopté ou d'être accepté par les partis d'opposition? Alors, j'ai compris dans cela de dire ou encore jusqu'à la fin de la pandémie. Alors, ça pourrait être plus court. Peut-être que nous aurons un vaccin à la fin de l'année et d'ici le mois de juin prochain, nous aurons tous reçu notre vaccin. Mais nous ne savons pas. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'il faut avoir une stabilité. Moi, je crois qu'il pourrait y avoir... On pourrait s'intéresser, dans certains cas, de déclencher les élections, peu importe la situation de la pandémie. Moi, je ne suis pas préparé à faire cela. Je crois que nous avons l'occasion maintenant, parce que nous avons une période tranquille en ce moment, nous ne savons pas vers quoi nous nous dirigeons, mais si nous pouvions avoir une stabilité pour la province. L'autre méthode, c'est ce qui a été proposé dans la lettre. Nous aurions la même stabilité, mais en même temps s'entendre pour continuer de progresser pour les différentes catégories qui seront déterminées. C'est le temps qui nous le dira. Mais il est malheureux qu'avant même la première réunion, qu'un chef de parti a déjà dit qu'il n'allait pas appuyer cela. Normalement, on ne fait pas de commentaires avant la réunion. Monsieur Roy-Como, suivi. Non, j'ai pas fait mon suivi, Bruce. Excuse-moi. Vas-y. Pas de problème. À nouveau pour M. Higgs, sur le même sujet, vous venez de mentionner le fait que M. Kuhn ne veut pas accepter votre offre telle que présentée. À quel point y a-t-il de la place pour du compromis de votre côté, pour une entente un peu différente de celle que vous proposez? Eh bien, c'est pourquoi nous voulons tenir les discussions que nous devions commencer mercredi, jeudi et vendredi. Il s'agit d'une situation où je peux faire ma propre contre-proposition, mais il y a certaines choses de base que je crois sont nécessaires pour avoir un cheminement vers l'avenir pour notre province. Nous espérons avoir notre discussion tout de même et bien des questions seront discutées à ce moment-là. C'est une occasion de présenter l'état de la province au complet afin que nous soyons tous sur la même page, mais une grande partie des renseignements ne sont pas nouveaux puisque nous vivons avec la pandémie depuis bien des mois. Et tous les chefs sont bien renseignés à cet égard. Il y aura peut-être des opinions différentes, et je respecte cela. Mais les discussions commenceront mercredi, donc demain après-midi, et nous continuerons à partir de là. Mais je dois encore une fois réitérer que je ne dirai pas qu'il n'y aura définitivement pas d'élection. J'offre l'occasion de l'éviter, parce que les gens s'attendent à ce que nous puissions trouver une façon de travailler ensemble. Et c'est le but de notre discussion. Monsieur le Premier, le Dr. Russell aimerait faire une précision. Oui, quand le Premier ministre a parlé d'une période de tranquillité, j'aimerais préciser que nous continuons d'avoir des cas. Et ce qui semble être une période tranquille, c'est que chaque cas, il y a auto-isolement et les cas avec d'autres personnes sont très peu. Mais cette période de tranquillité pourrait bien changer si un de ces cas finisse par avoir des contacts nombreux. Et pour ce qui est d'avancer dans la phase jaune, ce qu'on a dit que nous nous trouvons dans une période tranquille, c'est parce que nous
le nombre de cas est très bas et que les contacts avec d'autres personnes est soit 0 ou très, très bas. Si jamais ça change, tout ça peut changer selon notre comportement. Mia Urquhart, CBC. Merci, M. Bruce. Ma première question pour le Premier ministre. St. John Transit, le syndicat, a commencé une pétition pour vous demander d'inverser la décision de ne pas accepter l'argent pour les municipalités pour le transport public. Pouvez-vous inverser votre décision et sinon, pourquoi? Eh bien, il semble y avoir une confusion en ce qui concerne ce que j'ai dit et que je n'ai pas dit. Nous avons plus de 200 millions qui viennent à la province. Donc, 40 millions sont prévus pour les municipalités. Et c'est de l'argent que nous pourrions dépenser de façon conjointe ou dont nous pourrions offrir en contrepartie pour des projets qui existent déjà ou non. Donc, l'argent dont on a fait rapport, que je n'acceptais pas, portait sur le financement pour les infrastructures, pour les grands projets d'infrastructures. Moi, ce que je cherche à avoir, et ce que cet autre argent me permet de faire, c'est de l'argent pour les projets d'opération. Et certainement que ce soit le transport public à Saint-Jean ou dans d'autres endroits, on pourrait s'en servir. Donc, il y a de l'argent pour examiner cela. Je pense qu'il y a eu confusion à savoir de quelle façon l'argent devait être affecté. Et aussi, les grandes villes, Toronto, Montréal, Victoria, Vancouver, c'était les villes qui voulaient avoir un financement majeur, comme pour les métros, entre autres, pour des grandes infrastructures, des projets qui ne s'appliquent pas au Nouveau-Brunswick, ni même dans les provinces de l'Atlantique. Merci. Mme Urquhart, vous avez une question de suivi? Oui, ma deuxième question, c'est pour le Dr. Russell. Vous avez parlé des changements à la bulle familiale, mais une partie de cela, ça fait penser d'une déclaration antérieure. Pouvez-vous clarifier ce qui a changé? Alors, si vous vous rappelez, dans la phase rouge, quand les choses ont été très restrictives, votre ménage était limité aux personnes qui vivaient chez vous. Donc, on ne pouvait pas permettre aux gens de s'interagir à l'intérieur de ménage. Et ensuite, entre rouge et orange, nous avons élargi ces bulles pour avoir une bulle à 2 ménages. Mais il fallait que ce soit des ménages qui interagissaient exclusivement l'un avec l'autre. Et ensuite, rendu à jaune, nous l'avons étendu, le tout pour comprendre les familles et les amis proches. Mais nous n'avions pas établi un nombre de personnes et nous n'avions pas dit combien de ménages, quoi devait être le nombre de ménages. Nous avions demandé aux gens de faire preuve de discernement en ce qui concerne les contacts de près. Et la raison pourquoi nous ne l'avions pas défini, c'est parce que toutes les situations sont différentes. À la lumière de cela, que lorsque nous avons appris qui sont les fournisseurs de soins formels et informels, il fallait pouvoir équilibrer ça avec le besoin de retracer les contacts. Plus il peut être difficile, ça devient plus difficile pour santé publique de faire le retracement des contacts. Alors, si nous voulons réduire le nombre de cas d'infection, etc., il faut que tout le monde puisse garder le nombre de contacts le plus bas possible. Merci, Mme Urquhart. Merci à Dr. Russell. Just a note that this Thursday, the minister... Une note que jeudi, le ministre de l'Éducation et du développement de la petite enfance, Dominic Cardy, avec la Dr. Russell, Éducation et développement de la petite enfance, l'honorable Dominic Cardy et Dr. Russell, le médecin général-chef, participera dans une mise à jour pour le retour d'école ce jeudi. Voilà la fin de notre mise à jour. This concludes today's update. Thank you very much.